Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coupe Midi, ici sur le plateau de Village Semences, au Salon international de l'agriculture. Vous savez, chaque jour, nous vous parlons de cuisine simple, au naturel. Et aujourd'hui, eh bien, le produit du jour, c'est un produit qui, il faut bien le reconnaître, ne fait pas forcément l'unanimité autour d'une table. Ce produit, il est juste là, c'est l'endive. Et pour parler endive, pour cuisiner les endives, on reçoit une petite nouvelle dans l'équipe de Coupe Midi. Nathalie Pagnou, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Et alors, qu'allez-vous nous préparer et surtout, quels sont les ingrédients? Alors d'abord, la recette, ça va être quoi? Ça va être des bouchées d'endives au saumon. Donc l'idée, c'est en fait de faire comment, de les préparer comment? En fait, bon, en même temps, c'est pas du saumon, c'est de la truite. Mais ça tombe très bien parce qu'on parlera de truite dans un instant. Je vais faire un tartare de truite avec de l'orange, des échalotes, la ciboulette, et je vais mettre sur des barquettes d'endives. Finalement, c'est bon pour l'apéro. Mais c'est exactement ça. Eh bien écoutez, on va regarder les ingrédients. Alors qu'est-ce qu'il faut? De l'endive, des oranges, de l'échalote, de la truite, du sel, du poivre, du fromage frais. Eh bien écoutez, je vous laisse travailler. Votre défi, c'est que tout ça soit prêt dans moins de 30 minutes maintenant, à la fin de cette émission, puisque nous viendrons avec nos invités goûter votre recette. Très bien. A tout de suite. Je m'y mets. Alors je vous présente nos invités maintenant qui nous ont rejoints sur le plateau. Je parlais d'endives à l'instant. Pierre Solos, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur d'endives, j'allais dire dans le paradis de l'endive, les Hauts-de-France. Plus précisément, à quel endroit? On est producteur à Villers-Guilin, donc c'est entre Cambrai et Saint-Quentin dans les Hauts-de-France. Et c'est votre principale production ou quand on est producteur d'endives, on fait aussi d'autres choses? Non, on fait aussi d'autres choses. Nous, sur l'exploitation, on a des grandes cultures, donc blé, colza, betterave, et notre culture phare, c'est l'endive qui va nous occuper toute l'année. Alors on reparlera avec vous de l'endive et puis aussi de l'actualité de la production d'endive, parce qu'on ne peut pas dire qu'en ce moment ce soit une période très joyeuse pour vous. Non, effectivement, oui. On y reviendra dans un instant. Avec nous également William Cotte, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pisciculteur un peu loin des Hauts-de-France, vous êtes en Seine-Maritime, pas loin de Rouen, c'est ça, entre Rouen et Le Havre? Au nord de Rouen, côté de Neufchâtel-en-Bray. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans votre pisciculture? Alors on élève les truites, on essaie de le faire de façon sympa et on les fume. On fait tous les process de transformation de la truite fraîche jusqu'au produit fini. C'est ce qu'on voit là. Là, on a de la truite. Elle est grande, la truite, là, C'est non? des beaux poissons, c'est des truites de plus de 3 ans qu'on élève, à qui on laisse le temps de grandir et pour avoir une qualité de chair qui tient la route. Et c'est une affaire, une histoire de famille, hein, la truite fumée. Vous nous en reparlerez dans un instant. Et puis, là, un invité qui, alors là, on était loin des Hauts-de-France, on est encore plus loin des Hauts-de-France puisqu'on est carrément dans les Hautes-Alpes, avec Philippe Rostin. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous faites une boisson particulièrement originale. Alors c'est marrant parce que je ne pensais pas découvrir ça dans les Hautes-Alpes. De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un cidre de glace. Effectivement, c'est un peu presque incongru parce que c'est un produit qui à l'origine est canadien. Mais on s'est inspiré de leur travail, il faut le reconnaître. Et du coup, ça nous a donné envie d'en fabriquer dans les Hautes-Alpes avec les pommes d'altitude qui vont amener beaucoup de fraîcheur à cette boisson. Alors déjà, on apprend qu'on fait de la pomme dans les Hautes-Alpes. Ah oui, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, c'est une grosse production, toute la vallée de la Durance, de vergers. Oui. Alors oui, parce que quand on parle de cidre aussi, moi je pensais à la Normandie. Il n'y a pas vraiment de parenté entre les deux. Non. Alors, ce qui va nous distinguer, c'est que nous, contrairement aux cidriculteurs bretons, normands, qui travaillent effectivement avec des pommes à cidre, nous, on va travailler avec une pomme de table qui est la rainette. Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de produits aussi que vous proposez. Il y a d'autres fruits que vous utilisez? Alors oui, on s'est amusé un peu à décliner. On fait un cidre de glace, on va dire classique, 100% pomme, et après on a fait quelques variantes en utilisant du coing, une macération de safran, mais toujours des produits Hautes-Alpes. Bon, vous nous expliquerez tout à l'heure comment on élabore ces produits. Tout à fait. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Pierre, sur l'endive. Je disais, en ce moment, vous n'êtes pas à la fête. Qu'est-ce qui se passe exactement sur l'endive? En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est au niveau de la consommation. Le consommateur n'est pas au rendez-vous. Il y a des habitudes alimentaires qui ont un petit peu changé suite à l'épisode de Covid qu'on a vécu et qu'on est toujours en train de vivre. C'est-à-dire que les gens en ont un peu marre de faire la cuisine le matin, le midi, le soir. Et ils se tournent vers des nouveaux formats, donc un peu plus de surgelés, des plats préparés, etc., qui nous sont extrêmement négatifs, nous, en endive, parce qu'on est sur un légume frais.
La deuxième chose, c'est qu'à force de marteler aux gens qui ont entre 50 et 75 ans ou plus que ce sont des personnes à risque, elles modifient aussi leurs habitudes alimentaires dans leurs courses. C'est-à-dire qu'elles vont plus du tout en GMS et qu'elles achètent, elles vont moins en GMS et elles achètent plus sur le format Drive. Et nous, ça nous est extrêmement préjudiciable parce que si vous ne voyez pas une endive, vous ne l'achetez pas, quoi. Mais alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qui a été votre force au tout début du Covid, où là, effectivement, tout le monde se précipitait, y compris dans les fermes, pour acheter des produits, c'est plus le cas aujourd'hui pour vous, en tout cas. Pour moi, il y a eu un changement dans les habitudes des consommateurs. Effectivement, on parlait beaucoup du local, du français, soutenait les filières, etc. au tout début de la crise du Covid. Nous, nos endiveries ont tourné à plein régime. Vraiment, on s'est mobilisé pour approvisionner les rayons des GMS ou pour approvisionner nos consommateurs. Et aujourd'hui, on a l'impression que le consommateur n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors parfois c'est aussi un petit peu la faute des GMS puisque nous on valorise notre produit en départ exploitation endiverie et on le retrouve 2 ou 3 fois le prix en supermarché. Donc ça, comment vous expliquez ça ? Aujourd'hui, il y a des lois. Il y a la loi Egalim notamment qui est censée faire respecter au moins un prix égal au prix de revient de l'agriculture de l'endivier. Mais moi aujourd'hui, je vends à perte, ça c'est clair. Ah, carrément. Carrément. Tous les matins, je me lève et puis je perds de l'argent tous les jours sur mon endiverie. Alors après, il y a un deuxième constat. Là, on a parlé de la partie consommation. La deuxième chose, c'est qu'on a une hausse des charges faramineuse. Parce que entre le 31 décembre et le 31 janvier, ma facture d'électricité a fait x4. Donc c'est comme si vous, demain, vous achetiez votre litre de gasoil à la pompe à 1,50 € et puis le lendemain, vous revenez pour faire le plein, vous l'achetez 6 €, quoi. Faut bien se rendre compte de ça. Et parallèlement à ça, vous avez une hausse des matières premières également, carton, plastique, plus 40%. Et puis une hausse du SMIC aussi. Je dirais que sur ces 3 hausses que je viens de mentionner, la seule qui soit à mes yeux justifiée, c'est la hausse du SMIC. Parce qu'on a des salariés, on emploie à peu près 4000 personnes directement. Donc ça, c'est des emplois directs dans les endiveries. Et on a des salariés qui fournissent un vrai travail, qui sont là du lundi matin au vendredi soir pour que le consommateur ait un produit de qualité. Donc c'est normal qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur, quoi. Alors comment on fait revenir les consommateurs ? Comment on leur dit allez, remangez des endives ? Déjà, d'une part, je pense que l'endive, elle a une étiquette qui lui colle à la peau, étant un légume relativement vieux, on va dire, qui n'est pas dans les habitudes de consommation des consommateurs, parce que quand on vous parle endive, je pense que tout le monde sur le plateau va vous citer le fameux chicon gratin. C'est vrai, c'est un classique, mais il y a plein d'autres recettes qui sont assez simples à préparer. Ça tombe bien que vous mettiez ce produit en valeur aujourd'hui. Par exemple, nous, on va le mettre à l'apéro, carrément. En apéro, en plat, ça peut fonctionner également. Moi, mon épouse qui aime bien cuisiner fait un tatin d'endive. Et ça, je vous garantis que même ceux qui n'aiment pas l'endive, ils y reviennent à tous les coups. Et alors, tout à l'heure, vous disiez, oui, les consommateurs là, qui ne se déplacent plus ou qui ont changé leurs habitudes de consommation vont acheter des produits surgelés, des choses comme ça. Il n'est pas envisageable d'utiliser l'endive dans des préparations surgelées et puis d'avoir des contrats avec les grands opérateurs du secteur ? On pourrait imaginer des recettes qui fassent intervenir de l'endive transformée, etc., congelée. Mais aujourd'hui, nous, la majorité de la consommation en endive, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on achète, c'est chez nos grossistes, dans les GMS, en circuit court, en circuit direct. Et aujourd'hui, on ne valorise l'endive essentiellement que comme ça, quoi. Alors, vous savez quoi ? Je vais aller retrouver Nathalie pour voir comment se poursuit cette recette. Alors, Nathalie, vous en êtes où là ? Déjà, vous avez coupé l'échalote apparemment. Alors, j'ai déjà levé les suprêmes d'orange. Comment vous faites ? Moi, je n'y arrive jamais. Et quand j'essaye, je me coupe le doigt. J'ai retiré toute la peau. Et en fait, dans les quartiers, quand il n'y a plus la peau, et voilà, un beau suprême. Ça a l'air d'une simplicité biblique quand vous le faites. Il faudra que vous me donniez des cours après. Donc là, vous avez mis votre échalote. Qu'est-ce que vous avez mis ? Fromage frais, ciboulette, échalote. Je vais râper un peu d'orange. Alors, bio ou pas bio ? Bio, forcément. J'adore poser cette question parce que je m'attends à la réponse à chaque fois que je la pose d'ailleurs. Mais c'est et là, après, vous allez mélanger tout ça ? Je vais mélanger tout ça. Ensuite, je vais couper le saumon, je vais tout mélanger et je vais le disposer sur mes petites barquettes. Le saumon qui, en l'occurrence, on le rappelle cette fois-ci, est de la truite. Pardon. Allez, je retourne voir nos invités. Pierre, pour donner envie aux consommateurs qui nous regardent, à nos amis qui nous suivent sur YouTube notamment, de manger de l'endive, qu'est-ce qu'on pourrait... Ce serait quoi les bons arguments aujourd'hui ? Les bons arguments aujourd'hui, c'est un légume en premier qui est frais, donc qui est ultra frais. Moi, quand je conditionne des endives, le lendemain, vous les retrouvez en supermarché. Donc on ne peut pas plus court.
comme accès à la fraîcheur. Et deuxièmement, si je dois donner 2 arguments, la deuxième chose, c'est que c'est un légume qui est extrêmement bon pour la santé. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il est très peu calorique, c'est frais, vous pouvez le préparer à toutes les sauces. Si vous aimez l'endive cuite, elle se cuit très facilement. Si vous l'aimez crue, vous pouvez la préparer en salade également. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors, il y a beaucoup de consommateurs qui disent « Oui, mais les endives, c'est amer ». Alors, comment on lutte contre l'amertume des endives ? Bon, est-ce que c'est réel ou pas ? Alors, il y a 40 ans, les endives étaient très 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 amères. Effectivement, les premières variétés d'endives étaient amères parce que la sélection variétale au niveau des semences d'endives faisait ressortir ce caractère-là. Et pour plaire au plus grand nombre de consommateurs, on a cherché à réduire ce caractère d'amertume. Donc aujourd'hui, quand on me dit que l'endive est amère, c'est vrai pour certaines variétés plus que d'autres. Mais à l'inverse, vous retrouvez aussi des consommateurs qui nous disent « Ah moi l'endive j'ai arrêté parce que justement je recherchais ce caractère amer que j'ai perdu depuis quelques années. » Les consommateurs sont compliqués. Hein. Les consommateurs, ils veulent d'abord un produit qui leur plaît. Et je pense que c'est ce qu'on s'attelle à faire tous les jours, nous, dans nos endiveries. Et puis quand on fait des endives cuites, un petit peu de sucre et puis l'amertume est disparue. Oui, voilà, c'est vrai. On peut faire disparaître l'amertume comme ça. Et alors, si je peux donner un petit conseil, peut-être que votre blogueuse sera d'accord avec moi ou peut-être qu'elle ne connaît pas cette astuce-là. On va lui demander. Vous pouvez faire cuire votre endive au micro-ondes et ça permet d'éliminer toute l'eau. Et donc l'endive, après à la cuisson, elle rendra beaucoup moins d'eau quand vous la préparerez. Je ne savais pas. Eh bien, écoutez Nathalie, la prochaine recette que vous nous ferez, on fera venir un four micro-ondes et vous nous ferez des endives au four micro-ondes. William, je voudrais qu'on parle maintenant des truites, de la pisciculture et de la fumaison. Parce que c'est clair que quand je regarde où vous êtes installé, c'est pas a priori aux truites et aux truites fumées auxquelles je pense. Je pense au lait, je pense au fromage, je pense même à certains bonbons qu'on mange du côté du Gros Horloge à Rouen, mais pas aux truites. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment sont arrivées ces truites fumées à Rouen ? Les truites, finalement, sont un poisson d'eau douce et d'eau froide. Donc on cherche en général les petites rivières, souvent sur des anciens moulins qui sont dans le nord de la France, qui est très développé pour la production de truites, qui doit être la 2e région actuellement, la Normandie notamment, et étonnamment l'Aquitaine. Bon. On est nous sur un tout petit cours d'eau qui s'appelle l'Aulne. On est à 5 km des sources, donc ça nous garantit vraiment d'avoir une eau de qualité exceptionnelle et finalement qui se prête bien à la croissance des poissons. Alors justement, à propos de l'eau, il y a une question qui me brûle les lèvres. On nous dit qu'en matière de pisciculture, l'eau, quand elle sort des bassins, est plus propre et plus pure que quand elle rentre dans le bassin. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine ou rurale, si je puis dire ? C'est une question de point de vue et d'échelle de structure. Sur un modèle très intensif. Ah, je me sens bien le normand, là. C'était ben oui, ben que non. Hein. Non, mais concrètement, sur une structure très intensive, il est évident que vous allez avoir un rejet, notamment en matière en suspension et en rejet azoté phosphaté. Sur les structures à taille humaine, telles que la nôtre, on a au contraire un rôle d'épuration puisque l'eau décante dans nos bassins. Et naturellement, les bactéries traitent notre rejet et on a une eau qui est de la même qualité, voire meilleure en aval qu'en amont. Et alors, vous, c'est combien de bassins ? Ça se présente comment ? Faites-nous le tour du propriétaire, si je puis dire. Alors c'est un circuit qui est complètement ouvert. L'eau arrive, traverse nos bassins, apporte l'oxygène nécessaire à la vie des poissons et repart à la rivière. Donc ce sont des bassins qui sont en parallèle pour aussi des questions sanitaires, pour ne pas mélanger les poissons, les tailles, pour nous permettre de les trier. Et puis on laisse le temps et la place aux poissons. La question de place est un vrai enjeu aujourd'hui. On a des notions de densité d'élevage qui est pour moi l'un des paramètres les plus importants. Il faut que le poisson puisse avoir de la place pour grandir, pour nager. C'est la seule solution pour faire du muscle. Ouais. Et alors, quand on parle de pisciculture et notamment pour ce qui est de la truite, mais également pour le saumon, on pense plutôt à d'autres pays plus au nord. Hein. On pense à la Norvège, on pense au Danemark. C'est aussi une spécificité française, c'est aussi une des particularités. Ce produit, ça se développe chez nous. La truite se développe fort depuis une dizaine d'années, qu'il y a eu ses premiers reportages sur le saumon qui ont été très à charge. C'est quand même une filière qui existe depuis... nous, on est installés depuis 70 ans. Oui, on disait tout à l'heure que c'est une grosse affaire de famille. Grosse, je sais pas, mais affaire de famille, oui. Je suis la 3e génération. Mes grands-parents qui ont créé la pisciculture, qui ont creusé les bassins à la main. C'est l'œuvre de 2 vies maintenant et j'essaie de la pérenniser. Alors vous la pérennisez en transformant aussi.
la fumaison, c'est quand même pas quelque chose de banal, de classique. Ça s'apprend. Comment vous avez appris ce métier? Sont les recettes de mon oncle. Hein, c'est lui qui les a mis en place et qui était précurseur dans le domaine à l'époque, qu'on essaie de perpétuer. Aujourd'hui, à la taille de notre structure, heureusement qu'on transforme, sinon on n'existerait plus. Et la transformation, votre oncle, les secrets de la fumaison, il les tenait d'où? Bon, il allait se former chez les grands, hein, je pense notamment à Petrosian par exemple, hein, avec qui ils ont pu discuter à l'époque. Hein. Et alors, ces produits, et notamment la truite fumée, a décroché une médaille au concours général agricole. Alors, quel impact pour vous cette médaille et d'être distingué au concours général agricole à Paris? Il y a deux échelles d'impact. Il y a avant tout un impact commercial, c'est évident, ça rassure le consommateur et c'est un signal fort qu'on apporte. Hein. On a une truite qui ne doit pas être trop dégueulasse finalement. Et il y a un deuxième impact qui est plus local, mais qui pour moi est le plus important finalement, c'est au niveau de la structure. C'est-à-dire que je trouve ça très fort pour souder, pour fédérer l'équipe, parce que certes, c'est la recette de famille, mais c'est toute l'équipe qui est avec moi au quotidien, qui fait aussi le produit. C'est leur travail et il y a une réelle fierté d'avoir cette médaille, quoi. Alors en matière, vous disiez c'est pas dégueulasse, on va parler goût justement. Si on compare une truite fumée à un saumon fumé, une tranche de truite fumée à une tranche de saumon fumé, est-ce qu'on va sentir une différence? Et à quel niveau? Le paramètre le plus fort, ça va être le taux de gras. La truite est un poisson, un salmonidé d'eau douce, qui est quand même plutôt à une chair tendance grasse, mais beaucoup moins que le saumon. Ça va être les bons gras, les oméga 3, les oméga 6, et on va aller chercher du coup de la finesse. Hein, on va ressentir les épices, on va ressentir un peu plus la fumée, et le goût de poisson surtout. Le saumon, on ira chercher la puissance. Donc si je vous comprends bien, avec de la truite crue, par exemple, on ne fera pas de sushi? On pourrait le faire, hein, ça s'y prête très bien. Puis, quand vous voyez des filets de cette taille-là, hein, sur du poisson frais qui font quasiment 1 kilo, on a la taille de préparer des sushis, mais on n'ira pas chercher les mêmes caractères. Alors, on va continuer cette conversation, mais moi je vais retourner voir Nathalie qui est en train de découper justement la truite. Alors, Nathalie, pour découper, pour faire des petites tranches comme ça, très fines, est-ce qu'il y a une technique? Est-ce qu'il faut, par exemple, on nous dit qu'il faut mettre le poisson un petit peu au congélateur quelques minutes avant pour qu'il soit un peu plus dur et plus facile à couper? Alors non, enfin moi personnellement non. Si on a un bon couteau, c'est extra, ça... Ah non, pas du tout. Enfin, moi je le mets pas au congèle. Hein, D'accord, et là, vous nous découpez des petits morceaux et après vous allez les recouper encore? Voilà, je vais faire des petits cubes. Regardez comme c'est jaune. Non mais venez voir, rapprochez-vous, vous allez voir, c'est super beau. Et en plus, ça donne déjà envie. Et vous, cette recette, vous la faites régulièrement, je suppose? Ah bah oui, forcément. Ouais. Mais c'est une recette qu'on peut faire qu'en hiver, quoi, quand il y a les endives? Ou est-ce qu'on peut l'adapter, on peut la faire autrement après avec d'autres supports? On peut la faire autrement, oui. La base, c'est le tartare. Bah oui. Et le tartare, c'est trop bon. Allez, on va parler maintenant, puisqu'on disait que c'est un produit qui se consommait à l'apéritif, on va parler des Hautes-Alpes et du cidre de glace. Alors là, Philippe, expliquez-moi. On parlait de... moi, la seule fois où j'ai entendu parler de cidre de glace, c'était du côté de Montréal, dans une boutique de la SAQ, la Société des alcools de Québec. Et on en fait en France. Alors expliquez-moi ça. Qu'est-ce qui vous a pris de fabriquer du cidre de glace en France, dans les Hautes-Alpes? Tout simplement des amis qui sont rentrés du Canada en 2010, de mémoire à peu près, avec une bouteille de cidre de glace canadien. Et on était autour de la table et on a découvert ce produit. On a été assez stupéfait de voir un produit de cette qualité fait à base de pommes. Et l'ambiance aidant, à la fin de la soirée, on s'est dit on a des super pommes dans les Hautes-Alpes, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire un produit comme ça chez nous. Et voilà, sauf qu'on n'avait pas la recette, donc ça a demandé 4 ans de mise au point. Ah, vous ne pouvez pas simplement aller voir les Canadiens en leur demandant la recette? À l'époque, ils étaient assez jaloux. Maintenant, c'est un peu plus facile d'avoir des informations, mais à l'époque, c'était assez confidentiel, parce que c'est un produit qui est quand même pas traditionnel au Canada non plus, qui a une quinzaine d'années. C'est une grande fierté au Canada, d'ailleurs. Alors, ça se consomme comment? Alors, c'est un produit qui est assez polyvalent, qui est assez intéressant, parce que c'est en même temps sucré et acidulé.
Donc du coup, ça se prête à beaucoup d'accords, aussi bien en salé qu'en sucré. C'est ce qui est intéressant avec. Et c'est uniquement à boire ou on peut l'associer aussi dans de la cuisson, dans des préparations? Alors nous, on travaille beaucoup avec des chefs, avec des restaurants gastronomiques, et certains chefs l'utilisent en déglaçage, en granité. Voilà, il y a plein de mélanger un fromage. On a un restaurant à Marseille qui fait un fromage mélangé avec le cidre de glace. C'est très polyvalent comme produit. Et alors, je me suis laissé dire que ces bouteilles-là, on en trouvait dans un célèbre château de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, près des Champs-Élysées. Alors oui, on a quelques clients prestigieux, on va dire, qui nous ont beaucoup aidés. Bon, vous pouvez nous le dire, c'est l'Élysée. Voilà, oui, c'était Guillaume Gomez, l'ex-chef des cuisines de l'Élysée, qui a beaucoup aimé une de nos cuvées. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe justement quand vous avez un chef comme Guillaume Gomez, qui était, il faut le rappeler, l'ancien chef des cuisines de l'Élysée, quand il vous dit votre cidre de glace, j'adore, j'en veux, et je vais le faire goûter au président de la République, par exemple. Là, on se dit que le ciel vous tombe sur la tête. Au début, j'ai cru une blague. J'étais en train de pousser mon caddie, pour tout dire, dans le magasin. Et puis, j'ai le téléphone qui sonne. On me dit c'est les services de l'Élysée. On voudrait. Alors, je dis qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, vous dites non, et moi, je suis la reine d'Angleterre, c'est ça à peu près la réponse? Ouais. Et du coup, Guillaume Gomez avait découvert le produit dans un restaurant chez un confrère. Et voilà, il nous a commandé des bouteilles. Donc maintenant, on en trouve sur la table de l'Élysée. Alors, je ne sais pas s'ils en ont encore, mais bon, voilà, je passe le message. On est prêt à refournir. Il n'y a aucun problème. Et alors, quand on regarde les bouteilles que vous nous avez apportées, il y a différents types de produits, notamment avec des coins. La préparation est la même. Comment ça se prépare, le cidre de glace? Alors, c'est une technique donc, qui vient du Canada, qui est de la cryoconcentration. Oula, expliquez-moi ça. Ouais, vous allez voir, c'est très simple. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est les variétés de pommes. On travaille avec de la pomme qui est de la rainette. C'est une pomme issue de vergers d'altitude, et ça a aussi l'importance parce que c'est des vergers à plus de 1000 mètres. On a un phénomène avec les alternances de journées chaudes et de nuits froides, où on a un taux d'acidité plus important. Les fruits mûrissent, mais en gardant un taux d'acidité plus fort. Et ça, c'est très important pour l'équilibre sucre-acide. Donc, on va presser ces pommes rainettes quand elles sont très mûres, et on va mettre les jus à moins 20 degrés pendant plusieurs semaines. C'est la cryoconcentration. Là, petit à petit, l'eau qui est dans le jus de pomme va cristalliser. Ça nous permet de retirer l'eau, et on obtient un concentré qui va garder tous les arômes, les sucres et les acides de la pomme. Et c'est ce concentré qu'on fait fermenter pour obtenir l'alcool. Voilà. Donc le produit fini, bien que ça s'appelle cidre, il n'y a pas de bulle. C'est plus alcoolisé qu'un cidre, puisque ça fait 11 degrés environ. En fait, en équilibre, on est plus proche d'un vin liquoreux, pour faire une comparaison un peu osée, comme un sauterne ou un jurançon, par exemple, mais avec des arômes de pommes. Ça, c'est top avec un foie gras, par exemple. Ah ben voilà, je n'osais pas vous le dire. On a le bonheur de travailler avec la maison Paul Bocuse depuis 2 ans, et le sommelier propose la pomme givrée et givré coin avec le foie gras, et ça rencontre pas mal de succès. Ouais. Ça, William, ça serait pas mal aussi, truite fumée avec cidre de glace ou cidre de coin, enfin l'autre préparation avec du coin qui est un peu différente. Moi, ce que je proposerais, parce qu'on a la chance de travailler avec des chefs japonais aussi, on a une cuvée qui s'appelle l'Oriental, où il y a une macération de safran dedans, et avec les poissons fumés, avec le gras de la truite de mon voisin, je pense que c'est top. C'est topissime. Je ne sais pas pourquoi, je sens que vous allez goûter les produits tous les deux après l'émission. Pierre, là on nous disait le cidre de glace livré à l'Élysée. Ça peut être aussi un beau symbole, non, les endives, d'avoir des chefs, notamment le chef de l'Élysée, qui dit moi je mets de l'endive à la carte du président, j'en prépare. Ça permet de relancer un peu le truc, quoi, non? Ah bah, c'est pas de refus, bien sûr, mais il y a beaucoup de grands chefs qui cuisinent déjà l'endive. Je regardais votre voisin de stand RTL, je sais plus si c'est jeudi matin ou mercredi matin, Cyril Lignac a fait sa chronique sur une salade d'endive fraîche dont il vantait les bienfaits. Donc finalement, c'est tout simple, il suffit d'avoir des bons prescripteurs comme les chefs ou comme nos amies blogueuses culinaires. C'est exactement ça. En fait, en France, on a la chance d'avoir une gastronomie très très riche, des gens qui sont passionnés par leur métier comme mes deux voisins. Et en fait, il faut juste des gens qui arrivent à sublimer ces produits-là. Nous, on produit de la qualité et derrière, c'est à eux de les mettre en valeur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour que vraiment les gens se précipitent dans les magasins? Parce que tout à l'heure, vous me donniez les arguments qui sont un petit peu les arguments génériques de l'endive, mais pour leur dire que c'est le boulot, le travail de plein de familles, de plein de gens dans les Hauts-de-France. En fait, l'endive, si vous voulez, je vais revenir sur la production d'endive. C'est un produit déjà, c'est une bisannuelle, l'endive. Donc, c'est-à-dire qu'elle fait son cycle complet sur 2 ans. Nous, on sème une graine au mois de mai,
qu'on récolte elle se transforme en racine et on récolte cette racine en octobre ou novembre dans les champs. Donc vous avez déjà une première phase sur laquelle il y a beaucoup de travail. Ensuite, de cette racine va pousser l'endive sur le bourgeon qui est sur la racine. Et cette endive-là, vous avez plusieurs étapes parce qu'il faut repiquer les racines, il faut faire pousser les endives, ensuite il faut les mettre en valeur pour qu'elles arrivent dans les magasins les plus belles possibles. Il y a tout un travail de tri, etc. qui est fait de mise en valeur de l'endive et effectivement ça demande énormément de main d'œuvre. Donc il y a beaucoup de familles qui vivent de ces endives-là. Tout à l'heure je parlais de 4000 emplois dans la filière endive, ça c'est des emplois directs. Après, tout autour gravitent tous les organismes para-agricoles, etc., qui peuvent vivre de cette activité-là. Donc oui, c'est une grosse activité économique pour nous, quoi. Et il y a des grands noms, enfin, des noms comme Perle du Nord, par exemple, c'est quoi? C'est une... Perle du Parce Nord, que ça, c'est les consommateurs connaissent la marque, parce que c'est ce qu'on trouve dans les magasins. Exactement. Donc l'endive, tout le monde connaît la Perle du Nord parce que on peut comparer l'endive à la Perle du Nord. Effectivement, c'est le produit phare de la région Nord-Pas-de-Calais, du moins des Hauts-de-France. Et Perle du Nord, c'est une organisation de producteurs parmi d'autres organisations de producteurs. Mais c'est la plus importante en Hauts-de-France. Et vous êtes nombreux, les producteurs d'endives, aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'est plus que 300. Il y a 20 ans, on était 3000. Et à une certaine époque, d'ailleurs, on vous avait reproché un peu de vous unir pour essayer de peser un peu sur votre destin. On avait même appelé ça, ce qui avait agacé certains de vos représentants professionnels, le cartel de l'endive. Alors je vous remercie d'en parler parce que finalement, on nous a dit vous vous entendez pas assez, etc. La filière est en crise. Finalement, sans pour autant s'entendre sur les prix, on a quand même pris une amende de 4,7 millions d'euros, qui n'est pas rien. Et puis aujourd'hui, on se retrouve quand même avec une filière en crise. Donc si on était vraiment un cartel, aujourd'hui, on ne serait pas en crise et je ne serais pas venu vous parler de l'endive. Et comment vous avez pu payer une telle amende? Parce que ce n'est pas non plus des milliardaires, les producteurs d'endives. C'est très loin d'être des milliardaires. Donc de toute façon, toutes les OP concernées avaient essayé de provisionner ça dans leur compte. Mais de toute façon, c'est une amende à payer. Donc c'est forcément du résultat en moins sur votre compte d'exploitation à la fin de l'année. Et est-ce qu'il y a des entreprises, des agriculteurs, des collègues à vous qui ont souffert de ça plus directement et qui ont peut-être arrêté la production? Bien sûr. Alors c'est clair de toute façon. Et puis cette année, avec la crise qu'on est en train de traverser, on s'attend aussi à d'autres ateliers qui vont arrêter la production. Et j'insiste vraiment sur le fait que l'endive, vous n'allez pas apprendre à l'école, dans des écoles d'agriculture, comment faire pousser une endive. C'est vraiment un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Vous, c'est combien de générations? Moi, c'est mon grand-père qui avait démarré des endives en couche, donc des endives de terre à l'époque, comme tous les agriculteurs du village en faisaient. Ensuite, mon père a modernisé l'exploitation et puis on est parti sur des endives hors sol. Et aujourd'hui, moi, je reprends le flambeau. Je travaille toujours avec mes parents, mais je suis la 3e génération, comme William. Vous êtes tombé dans l'endive quand vous étiez petit? Je suis pas forcément tombé dans l'endive que quand j'étais petit, mais j'y suis revenu par goût de travailler en famille parce que c'est un produit qui est noble. On a la main mise sur le produit de A à Z et puis c'est très valorisant de pouvoir faire pousser un légume comme celui-là, quoi. Alors, je vous abandonne quelques minutes. Je vais retrouver Nathalie qui a pratiquement terminé sa recette. Non, qui l'a quasiment d'ailleurs terminé. Regardez comme c'est beau. Non, mais franchement, là, les couleurs, ça donne vraiment envie. C'est limite estival, ces couleurs, Nathalie. Tout à fait. C'est très frais, donc... Et ça, c'est quelque chose qu'on peut préparer quasiment au dernier moment. Il faut avoir effectivement un peu de truite ou un peu de saumon dans son réfrigérateur, oui, et quelques endives, mais on fait ça en quelques minutes. Vous avez vu, oui. L'apéro improvisé avec des copains, ça marche très bien. Ça marche très bien. Voilà. Et alors, vous, les endives, vous les stockez où? Au réfrigérateur? Vous les mettez dehors? Moi, je les mets dans mon bac à légumes. Je ne sais pas si c'est la bonne... On va demander, Pierre, je suis derrière vous, le conseil pour stocker les endives une fois qu'elles sont parties de chez vous, dans le réfrigérateur ou pas? Bien sûr, dans le bac à légumes du réfrigérateur, vous craquez le sachet et vous laissez le sachet dans le bac à légumes. Et ça peut se conserver facilement une dizaine de jours au réfrigérateur. Alors moi, ce que je vais vous faire, c'est que vous allez venir me retrouver tous les trois, parce que c'est quasiment l'heure de conclure cette émission. Vous savez que c'est l'émission la plus sympathique de ce salon de l'agriculture parce qu'on goûte la préparation. Alors écoutez, je vais vous laisser vous servir. Allez-y, Pierre, William, voilà. Philippe. Merci. Vous allez goûter ces endives donc avec ce tartare de truite. Alors je dois bien avouer, j'en parlerai tout à l'heure, merci. C'est pas de la truite qui vient de chez vous, William, mais on essaiera avec la vôtre aussi également. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir
préparer cette belle recette et cette recette vraiment aux couleurs de l'été, hein, carrément, parce que là c'est ce qui nous manque encore un petit peu en ce moment à Paris au Salon de l'Agriculture, même si on est très content de revenir à la porte de Versailles après cette période un peu compliquée que nous avons vécue l'année dernière. Quant à moi, eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, un nouveau produit avec des nouveaux producteurs, des producteurs également qui ont valorisé des produits présentés au concours général agricole. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'oubliez pas que cuisiner, c'est cuisiner du bonheur. Alors, soyez généreux et partagez ce bonheur. À bientôt.